à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce mag de la rentrée. Et oui, c'est déjà la reprise, les vacances sont terminées, alors j'espère que vous êtes prêts à entamer une nouvelle saison 2012-2013 avec nous. Le sommaire, c'est tout de suite. Nous commencerons cette rentrée avec de la culture, et oui, c'est aussi la reprise au TDB. À travers l'interview du directeur du théâtre Dijon-Bourgogne, Monsieur Château, nous vous ferons découvrir les différentes activités artistiques proposées par cet établissement. Le Taïso, ça ne vous dit peut-être rien? Eh bien, Jean-François sera là pour nous faire découvrir cette nouvelle discipline sportive. Pour ce fait, il recevra sur le plateau Alexandre Billardon. Samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre a eu lieu l'inauguration du tramway. Ils étaient nombreux à emprunter ce nouveau moyen de transport. André Gervais, adjoint au maire, et Nathalie Konders, responsable des relations entre la municipalité et les commerçants impactés par les travaux du tramway, seront là pour nous parler de ce projet. Mais avant, place à la rubrique culture. Château, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci d'être venu chez nous. Je vous en prie. Alors, vous dirigez depuis quelques années l'établissement, le théâtre Dijon-Bourgogne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique de cet établissement? Petit rappel historique, ça va pas être facile, parce que l'histoire est longue, elle remonte à 1955. Ah oui, alors je vais faire un peu court. C'est Jacques Fournier qui a créé ce qui allait devenir le Centre dramatique national, qui s'appelait, au début c'était une compagnie, donc il est allé d'abord taper à la porte de Jacques Copeau, qui n'était plus de ce monde, mais sa famille était encore là, et il a demandé à pouvoir répéter à Jean Dasté, pouvoir utiliser la maison, parce qu'il n'avait pas d'endroit pour répéter. Alors Jean Dasté et son épouse ont volontiers prêté la maison de Pernan-Vergelès, dans laquelle il a pu répéter. Et ils ont travaillé pendant 1 an dans cette maison. Et petit à petit, Jacques Fournier a vraiment fabriqué une troupe, une compagnie. Ils ont énormément travaillé dans la Côte d'Or et dans les 4 départements de la Bourgogne. Et au fur et à mesure des années, je fais vite, je raccourcis un petit peu. On arrive en 1974, et là, Jacques Fournier est nommé directeur du Théâtre National de Strasbourg. Donc, évidemment, il quitte sa compagnie. Et sa compagnie, entre les mains de Michel Imbert, va s'installer pour la première fois dans le Parvis Saint-Jean. Donc, il s'installe à Dijon. C'était un peu le rêve de Jacques Fournier, mais il ne l'aura pas réalisé, parce que lui sera parti avant. Donc, la compagnie s'installe, et au fur et à mesure, elle va devenir Centre dramatique national. Alors après, vont succéder les différents directeurs. Dont vous? Voilà, alors moi je suis au bout de la chaîne. Pour l'instant le dernier, mais il y a une nouvelle équipe qui arrive bientôt, puisque on va en parler après. Voilà. Donc là aussi pareil, je résume un peu vite. Après Michel Imbert, donc Alain Mernia, Dominique Pitoiset, Robert Cantarella et François Château. Voilà. Et maintenant, la place aux jeunes, parce que j'ai 60 ans, donc il faut que je sois à la retraite. 60 ans, on va à la retraite. Place aux jeunes équipes, et on saura vraisemblablement la nomination fin septembre, début octobre. Alors justement, en parlant d'équipe, quel genre de hiérarchie on peut trouver au sein d'établissements? C'est une petite PME, on est 25, donc il y a un organigramme qui est pas très compliqué par rapport à certaines grosses multinationales. Small is beautiful, comme disent les Américains. On est un bon format pour un centre dramatique national. Alors évidemment, on pourrait rêver encore d'être plus nombreux, d'avoir des salles encore plus grandes, parce qu'évidemment, le problème du Parvis, c'est qu'on a une petite jauge. On en a la plus petite jauge de tous les centres dramatiques nationaux de France. On a à peine 300 spectateurs. Et puis la deuxième salle. C'est pas assez par rapport et puis, si vous voulez, par rapport à un centre dramatique, l'idéal, ça serait plutôt une salle de 500, 600 places. Voilà, surtout en plus pour faire le grand écart entre là ce qu'on appelle la grande salle et la petite salle. Celle-là fait 160, donc c'est un bon équilibre. C'est bien d'avoir une salle de 160 parce que ça permet de jouer beaucoup plus. On peut jouer le spectacle 4, 5, 6, 7 fois, 10 fois, et la jauge est plus petite. C'est plus facile. Mais par exemple, des grosses productions, des gros décors,
évidemment, il y en a des gros décors qui ne peuvent pas rentrer ici. Donc il faut être au parvis. Et le problème du parvis, c'est que la jauge est petite. Donc évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Puisque les moyens techniques sont les moyens techniques sont... Alors voilà, mais là, il y a un grand projet pour l'instant qui est encore un peu mystérieux. Pendant un temps, il était question qu'on hérite peut-être du théâtre éphémère de la Comédie Française. Tout ça, c'est plein de points d'interrogation, plein de points de suspension. L'avenir dira ce que va devenir le centre dramatique. Mais en tout cas, vraisemblablement, il y aura un changement de salle ou une adaptation des salles. Parce que pour l'instant, il y a des gros problèmes de sécurité. Le parvis est ancien, c'est un bâtiment historique en plus, monument historique. Donc évidemment, c'est fragile. Alors justement, en parlant de production, quel genre de création artistique encourage l'établissement? Alors, en général, on en fait beaucoup, on fait entre 4, 5, ça dépend un peu des années, 4, 5 productions. On fait aussi ce qu'on appelle des coproductions avec d'autres établissements, puis des accueils, bien sûr. Mais le but principal, comme vous le dites, c'est la création. Alors les créations, j'ai toujours essayé pendant ces 6 ans d'équilibrer ce que j'appelle moi le funambule, c'est-à-dire l'équilibriste, d'équilibrer entre la tragédie et la comédie. Essayer de faire que le public, tous les publics, il n'y a jamais un public, il y a plein de publics, tous les publics puissent, j'allais dire, se retrouver bien dans des différentes productions. Il peut y avoir quelqu'un qui est un amoureux des comédies. Bon voilà, il faut qu'il y ait aussi des comédies. Il faut qu'il y ait des tragédies. Et pareil, la même chose, un équilibre entre les anciens et les modernes. Des créations, le plus possible aussi, de créations contemporaines, d'auteurs vivants. Et puis, des anciens, des classiques. Ce que j'appelle nos anciens morts et les grands morts et les grands vivants. Il faut toujours un équilibre entre les deux. Et voilà. Et puis, essayer aussi de faire que les créations se fassent à Dijon, dans les différentes villes de France qui nous accueillent, mais ne pas oublier aussi les 4 départements de la Bourgogne. Donc, trouver la possibilité d'avoir des formats qui fassent qu'on puisse faire ce qu'on appelle des tournées très tôt. Au sein de la région. Au sein de la région. Alors, par exemple, ça va être le cas dans le décor dans lequel on est, qui est la Folie Courteline. On va créer à Dijon et après, on va partir on va faire une dizaine de villes sur les 4 départements et puis on reviendra à Dijon conclure la tournée. Mais ça, on a essayé de le faire sur plusieurs spectacles. Par exemple, l'année dernière, pendant le festival Théâtre en mai, on a créé un spectacle qui s'appelle « Et si on s'y mettait tous ?» avec un camion à l'intérieur d'un camion d'alimentation générale, ce qui permet évidemment d'aller dans les villages. On l'a créé à Dijon, mais on a tourné pas mal dans les villages. Et on a fait aussi quelques festivals hors Dijon. Merci beaucoup merci pour à cet vous. Entretien. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Oui, merci à vous et merci d'être venu. Je vous en prie. Et merci à tous les Côtes d'Orient de regarder la télévision sur le Merci. web. Place tout de suite à la discipline sportive, le taïso, avec Jean-François et Alexandre Billardon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, vous êtes professeur de taïso, judo, jujitsu à la section judo du CLES Chevigny-Saint-Sauveur. Alors pouvez-vous en quelques mots nous dire qu'est-ce que c'est que le taïso? Le taïso en japonais veut dire préparation du corps, donc ça définit bien déjà la discipline. Cette discipline a été créée dans les années 70 par la Fédération française de judo et propose aux adultes qui veulent faire une pratique de loisir une méthode de fitness qui est en musique dans les cours et permet des exercices seuls ou à deux. D'accord. Et le taïso, est-ce que c'est une activité à part entière ou si c'est une préparation physique? Est-ce qu'on peut pratiquer uniquement le taïso si on le souhaite? Alors bien sûr, on peut pratiquer le taïso uniquement si on le souhaite. Elle est à part entière par rapport au jujitsu ou au judo qui ont un aspect plutôt combat ou self-défense pour le jujitsu. Les gens qui viennent au taïso ne cherchent pas cet aspect combat ni self-défense. Quoi qu'il en soit, dans cette méthode de fitness, on aborde aussi les coups de pied, les coups de poing. Donc ça va permettre de développer certains aspects également martiaux, en plus du renforcement musculaire et de travailler l'aspect cardiovasculaire. Bien, mais je voudrais me demander, moi, si je veux pratiquer, je n'ai pas fait de sport depuis de longues années, est-ce que je peux venir pratiquer sans danger le taïso? Alors, bien sûr, vous seriez le bienvenu sur le tatami, puisqu'on le pratique sur le tatami, et sur l'avis médical de votre médecin, tant qu'il est favorable, tout le monde peut pratiquer, les exercices seront adaptés à chacun, et
Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Tous les clubs de judo de la région ou du département pratiquent le taïso, ont une section taïso? Alors aujourd'hui, de plus en plus de clubs cherchent à ouvrir une section taïso et c'est un bénéfice en plus pour le club puisque c'est des adultes qui vont pratiquer et donc des adultes qui peuvent après s'investir dans la vie associative du club. Eh bien Alexandre, merci de nous avoir fait découvrir ce sport à part entière quand même, le taïso, et qui permet d'avoir une bonne condition physique. Voilà, merci de m'avoir accueilli. Bonsoir. Bonsoir. Et puis maintenant, on fait un petit point sur l'actualité sportive avec Jean-François. Alors oui, l'actualité sportive riche puisqu'on recommence la saison. Alors on va partir avec le DFCO, le DFCO qui revient en Ligue 2 après une saison en Ligue 1. Alors ce qui est bien, c'est qu'il apparemment n'a pas connu le syndrome des clubs relégués après avoir été en Ligue 1, puisque actuellement le DFCO pour 6 matchs est invaincu. 4 victoires, 2 matchs nuls, donc c'est très bien, ça les place, ils sont leaders de la Ligue 2, devant Monaco, un point devant Monaco qui est vraiment le club phare et qui risque de monter en Ligue 1. Donc voilà, le DFCO c'est bien parti, maintenant il faut poursuivre, la saison est encore longue, donc on va attendre. Ce qu'on regrette bien évidemment, c'est Benjamin Cornier qui quitte le club pour aller chez les Merlus à Lorient. Et oui, il va atterrir en Bretagne, notre Benjamin Cornier. Donc c'est un transfert de 6 millions d'euros à peu près. Et donc le président était un peu triste, il va dire il va falloir vivre sans notre attaquant. Par contre, il a choisi un club auquel le DFCO veut ressembler. Il l'a dit lui-même, M. Delcourt, il lui a dit « Moi, je voudrais que le club de Dijon, le DFCO, ressemble à Lorient. » Donc, on va voir, on va suivre aussi les exploits de Benjamin Cornier à Lorient. Autre sport, les hommes de glace, le Duc, le Dijon Hockey Club. Là, c'est une nouvelle saison qui recommence. Les compétitions ont recommencé. Le club est en Coupe de la Ligue. 2 victoires contre l'équipe de France des moins de 20 ans, l'U20, et donc 2 victoires. Donc ça se passe très bien. Ensuite, il va y avoir le match des champions qui va opposer Dijon, qui est vainqueur de la Coupe de France, et Rouen, vainqueur du championnat de France. Là, ça va être un match de géant. Voilà. Donc les Ducs sont bien partis également. Et puis on va terminer avec les filles du CDB qui reprennent doucement. Elles ne sont pas encore en compétition. Elles font des matchs de préparation. Ça se passe plutôt bien. Elles ont eu des victoires contre des équipes de D2, contre l'équipe de Besançon. Un nouvel entraîneur, Christophe Maréchal, qui a repris les rênes. Il faut savoir que Christophe Maréchal était l'ancien entraîneur de Besançon qui, en 2003, a mené Besançon à un quadruplé, c'est-à-dire Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat de France et Coupe d'Europe. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui va reprendre les rênes du CDB. Elena Groposila, eh bien, elle devient entraîneur des gardiennes de but. Voilà. Donc, on peut espérer que le CDB, on lui souhaite d'ailleurs, qu'il se maintienne et puisse jouer les playoffs. Voilà. Merci Jean-François pour ces informations sportives. Merci à vous, Alexandre Billardou, d'avoir participé à cet entretien. Merci. Nathalie Konders, André Gervais, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors André Gervais, vous êtes adjoint au maire, vous avez participé donc à ce projet du tramway, ainsi que vous, Nathalie Konders. Alors d'où est né ce projet, André ? Alors, il est ancien. On a commencé à travailler sur ce projet en 2004. On réfléchissait déjà à un transport en commun, en site propre, pour améliorer le réseau de transport de l'agglomération dijonnaise. Et petit à petit, donc, on a commencé des études, et les études ont montré que c'était opportun et faisable un tramway sur Dijon. Puis après, on a travaillé, et on a construit, et on a inauguré. Et réellement, quel était votre rôle dans ce projet ? Alors, mon rôle, c'est un rôle d'élu, bien entendu, de suivre et de piloter
tout au long de ce chantier. Donc analyser des études et puis ensuite être en relation avec les différents services, les différentes entreprises, puis surtout un gros travail avec les habitants pour expliquer, faire que les chantiers se déroulent bien. Alors, Nathalie Kanders, vous étiez responsable des relations entre la municipalité et les commerçants qui étaient impactés par les travaux du tramway. Alors, j'imagine qu'il y avait certains commerçants qui étaient mécontents des travaux. Comment vous gériez cette situation? Alors, comme André Gervais, je suis une élue, puisque je suis adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat. Donc, le long du tracé, il y a environ 400 commerçants. Et c'est vrai que des travaux comme la mise en place d'un tramway sont des travaux lourds. Donc notre objectif a été de minimiser la gêne pour ces commerçants riverains. Et donc mon rôle a été d'accompagner toutes les mesures mises en place pour limiter la gêne. Donc ça va à de la communication, donc pour montrer que pendant les travaux, les commerces sont toujours ouverts, jusqu'à de l'animation, puisqu'on a mis en place des animations commerciales pour animer le quartier, faire venir des clients, jusqu'à une aide plutôt directe vis-à-vis des commerçants, puisqu'on a mis des médiateurs en place, de l'information. André aussi se déplaçait beaucoup pour leur expliquer au jour le jour l'avancée des travaux, les gênes qui pouvaient être occasionnées devant leur commerce, et puis quels moyens on pouvait mettre en place pour justement limiter cette gêne. Alors justement, la circulation actuelle du tramway apporte-t-elle un changement dans la vie commerciale de la ville? Alors j'étais cet après-midi avec des commerçants qui m'ont dit qu'effectivement, depuis l'inauguration du tramway, ils ont vu beaucoup de monde. Alors c'est vrai aussi qu'il y a la rentrée, donc je pense qu'il y a une part de personnes qui sont rentrées, mais indéniablement, le tramway, c'est sûr, amène change les habitudes, amène une nouvelle population, une nouvelle clientèle. On a vu d'ailleurs avec André, dès le lundi matin, les gens empruntaient le tramway, des gens qui ne prenaient pas forcément les transports en commun auparavant. Alors, quel genre d'efficacité apporte le tramway dans la ville? Alors, c'est déjà donner une plus grande capacité. Dans un tramway, on met 270 personnes. Et sur un certain nombre de lignes ou de lianes, on était à saturation et on ne pouvait pas assurer un bon transport donc pour les usagers avec les bus. Donc déjà, ça donne de la capacité. Ça donne aussi du confort, ça donne de l'accessibilité, puisque nous sommes sur un plancher bas tout le long, des quais à hauteur. On le voit, le nombre de personnes avec des caddies, avec des poussettes pour les fauteuils. Donc c'est aussi un plus pour les personnes à mobilité réduite, pour l'accessibilité. On gagne de la vitesse aussi, c'est-à-dire qu'en 36 minutes, on pourra aller de la place centrale de Chenôve jusqu'au parc relais de Valmy. Et puis en 28 minutes, on peut faire Quetigny-la-Gare. Donc on gagne de la vitesse. Et puis le tram, il est aussi silencieux. Et puis ça a aussi permis de faire des beaux aménagements paysagers, puisqu'il y a de la plateforme la plateforme est engazonnée sur 75%, 3700 arbres. Et puis sur le plan environnemental, donc c'est un outil écologique. Il permet d'économiser, de ne pas trop attaquer la couche d'ozone, comme on dit, parce qu'en fait, le tram, ça remplace 77 voitures, quelque part. Donc, sur le plan environnemental, c'est quand même un grand pas en avant. Et justement, quel est le changement par rapport aux tarifs des tickets et des bus? Alors, avec un ticket de bus, alors ça c'est le pass de la journée inaugurale, mais qu'on peut recharger avec un trajet ou 10 trajets. Alors, avec le même ticket, on peut monter dans le bus, on peut monter dans le tram, c'est le même. Le ticket à l'unité était à 1 €, il est passé à 1,20 € quand on a son support. Alors c'est un petit peu plus cher quand on n'a pas le support, mais il n'avait pas évolué depuis 2008.
Par contre, à partir du 1er janvier, on va mettre en place une tarification solidaire et les abonnements, on les paiera en proportion de son revenu. C'est-à-dire une personne qui a très peu de ressources, elle a un abonnement gratuit et l'abonnement ira jusqu'à 40 € par mois pour celui qui a des ressources suffisantes. Mais on tient à garder les tarifs les plus bas de France, ce qu'on avait avant. Et en fait, eh bien, on a donné une augmentation, l'augmentation des carburants, l'augmentation du coût de la vie. Et puis, juste si je peux compléter, il faut savoir qu'avec les commerçants, justement, dans les animations qu'on a mis en place, il y a l'opération J'ai le ticket avec le commerçant. Et il y a plus de 300 commerçants aujourd'hui qui participent à cette animation. Donc, les personnes peuvent avoir la liste sur le site du Grand Dijon. Et donc, ces commerçants offrent des tickets, soit de bus pour ceux qui prennent le bus, soit de tramway, enfin comme l'a dit, maintenant c'est le même ticket, et puis soit des tickets de parking souterrain. Donc, le trajet peut être gratuit pour les personnes qui sont clients chez les commerçants qui participent à l'opération. Alors justement, le samedi 1er septembre et le dimanche 2 septembre a eu lieu l'inauguration. Alors on pouvait voir donc à chaque arrêt de tram des musiciens, donc c'était une ville assez conviviale. Alors Nathalie, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Un gros mouvement populaire, c'est vrai que je pense que ça a été un grand succès et le choix du Grand Dijon a été de faire une inauguration populaire et qui fait participer toute la population. Donc il y a eu des artistes, des groupes de théâtre qui étaient dijonnais. On a voulu aussi que les commerçants qui avaient souffert pendant la période des travaux proposent aussi des animations. Il y a eu les commissions de quartier. Donc ce que j'en retiens, un moment historique pour la ville de Dijon, où tout le monde a vraiment joué le jeu. Moi, je vais parler des commerçants. On a vu des belles vitrines. Et puis, où les personnes du Grand Dijon et d'ailleurs sont venues massivement, puisque je crois que les chiffres, ça a été plus de 100 000 personnes qui ont emprunté le tramway pendant ce week-end. Pendant les 2 jours, oui. Donc, vraiment... Et vous, André, Gervais ? Alors, pour moi, c'était une grande fête, parce que... Voilà, il y avait beaucoup d'animations, ce que vient d'expliquer Nathalie. Il y avait des gens qui venaient pour découvrir et qui ont découvert la ville autrement. Ils ont vu le tram, mais ils ont pu aussi voir des bus, ils ont pu voir un TGV, ils ont pu voir un TER. Ils ont vu beaucoup d'activités culturelles. On a vu des gens heureux et fiers de leur ville. Et ça, c'est quand même très important. Ben oui, parce que l'agglomération et Dijon, maintenant, fait partie des 21 agglomérations qui a un tramway, qui est doté depuis le 11 décembre d'une ligne de TGV supplémentaire. Petit à petit, on voit que l'agglomération évolue, et puis en décembre, on va recommencer, mais on va aller sur la zone Valmy qui va permettre d'accueillir des entreprises, c'est-à-dire que l'agglomération va continuer à bouger. Et ça, je crois que tout ça, on l'a vu le 1er septembre, de découvrir une nouvelle ville et qui va encore bouger. Alors justement, les travaux ne sont pas encore terminés puisqu'il y a une deuxième ligne. Quand est-ce que ça sera achevé ? Alors, les travaux de plateforme sont achevés. Il reste encore des finitions à faire sur cette ligne qui va de Valmy à Chenôve. Il reste également, en toute honnêteté, il faut le dire, décalage à faire entre le tram et les bus. Comment régler la circulation? On a vu cette semaine, il y avait le phénomène de rentrée. Donc, on va encore travailler à améliorer la cohésion du réseau pour que tout soit fluide et que les habitants de l'agglomération se sentent sur le même pied d'égalité. Il n'y aurait pas ceux qui ont le tram et puis ceux qui auraient le bus. Donc on sait qu'on a encore beaucoup à travailler sur la vitesse et les horaires des bus pour que tout le monde soit à la même enseigne. Donc il y a encore des travaux de finition. Et on n'aura pas fini encore le 8 décembre parce qu'on a en commande 108 bus. Donc c'était un choix aussi du maire et puis des élus de l'agglomération de dire il y aura un tram tout neuf, mais pour les autres, voilà, il faut que les horaires soient respectés, mais il faut aussi qu'ils aient du bon matériel. Donc on a en commande 102 bus hybrides qui vont être aussi à plancher bas pour l'accessibilité, qui vont faire moins de bruit, et ça aussi c'était reproché, ils étaient un petit peu bruyants, notamment dans les hypercentres. Donc, et ces bus vont arriver à partir du 1er janvier.
janvier. Donc voilà, il y a toute une évolution dans les transports qui est progressive et qui aura son aboutissement bien en début d'année. Et puis, on peut rajouter par rapport aux travaux, c'est un effet direct du tramway, là en ce moment, la piétonisation de la rue de la Liberté, puisqu'on refait aussi complètement le centre-ville, on augmente le secteur piétonnier du centre-ville. Donc c'est vrai qu'en ce moment, si vous voulez voir des travaux, si les travaux du tramway vous manquent, il faut aller rue de la Liberté, il y a des gros trous, on en parlait hier. Les bus ne passeront plus Non, là depuis le dimanche 2 septembre, ils ne peuvent plus passer et les travaux se sont enchaînés dès le lundi 3 septembre. Les bulldozers sont venus puisqu'on va piétoniser cette rue et avant de pouvoir la piétoniser complètement, il faut faire des déviations de réseau, il faut changer des vieilles canalisations d'eau, de gaz. Déjà, il fallait le faire déjà pour des raisons de sécurité et puis ensuite on va faire un beau plateau piétonnier, donc on va vraiment avoir un centre-ville doux à vivre et encore plus attractif au niveau commercial. Il y a encore du travail. Voilà. Merci encore d'avoir participé à cet entretien. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci. À la prochaine. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouvelles actualités locales. Passez un excellent mois de septembre, à très bientôt.